Bonsoir ou rebonsoir, vous le savez désormais le mercredi dans le 18-30, à vous la parole. Cette semaine, squat, foyer de tension. Tout est parti de l'histoire de la maison de Roland Letard à Toulouse, une mésaventure qui a enflammé les réseaux sociaux. L'octogénaire comptait vendre la demeure pour rejoindre sa femme en maison de retraite, mais la bâtisse a été squattée pendant des semaines, puis finalement libérée. Le résumé de l'histoire avec Grégoire Alcalé. Les squatteurs quittent la maison de Roland qu'ils occupaient illégalement depuis le mois de septembre dernier. Les voisins applaudissent. Les tensions ont été vives entre les riverains et les squatteurs. Les habitants ont finalement réussi à faire partir les occupants sans violence. Pour Roland, c'est la fin d'un long calvaire. Maintenant, c'est une deuxième vie. Ah oui, ils me rendent devant cette maison, et oh, c'est bien, oui. Et grâce à tous ces gens, et des jeunes qui habitent dans le quartier, que je ne connais pas. Mais ça a été bien. Accompagnée par ses nombreux soutiens et les forces de l'ordre, sa fille a repris possession des lieux. Le choc est fort à la découverte des dégâts. Tout est dévasté. Il y a de la nourriture éparpillée, il y a les meubles abîmés, voilà. Entre autres. C'est beaucoup d'indignation et de sidération aussi. C'est incroyable que des personnes puissent agir ainsi et saccager les biens d'autrui qui ne leur appartiennent pas. Un huissier de justice a procédé à un état des lieux. Roland espère maintenant vendre sa maison le plus vite possible afin de financer son séjour en EHPAD et surtout rejoindre sa femme. Allez, on va ouvrir le débat avec nos invités. Nina Condesso, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole de l'association Droit au logement. Également avec nous Jean-Michel Fabre, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous présidez l'Union sociale de l'habitant Midi-Pyrénées. Et puis également avec nous Maître Valérie Redonré, avocate spécialisée en droit de l'immobilier. Bonsoir. Alors Maître, juridiquement, avait-il tort ou raison ces squatteurs ? Ces squatteurs avaient totalement tort. C'est une décision qui a été rendue, qui est, à mon sens, inadmissible, mais qui ne m'étonne pas. Elle ne m'étonne pas parce qu'elle va d'une part à l'encontre de la loi et du principe fondamental et absolu, il y a une valeur constitutionnelle, le droit de propriété. Parce que le tribunal a débouté le propriétaire. Qu'est-ce qui a valu cette décision ? Des délais. On a totalement occulté la loi de fait, mais également le tribunal a occulté le fait que les squatteurs ne peuvent bénéficier de délais. Donc c'est, j'allais dire, pour vous, une sorte de vice administratif, finalement. Laurent, bonsoir. Laurent, bonsoir. Comment réagissent nos internautes et téléspectateurs justement sur cet aspect juridique complexe qu'on vient d'aborder ? Bien Patrick, l'affaire du squat, ça déménage sur les réseaux sociaux des milliers de commentaires et le réquisitoire est sans appel. Ainsi, pour Céline, on ne dira pas merci à la justice française, encore une fois, de l'ironie, du dépit, mais aussi parfois de la colère. Honte aux juges pour Ténessa, et elle ajoute, les magistrats ne comprennent rien à la vie, ça c'est dit, et puis certains internautes font carrément dans la fronde, il faut squatter tous les tribunaux de France. On connaît l'encombrement des tribunaux, mais là c'est de l'occupation version squat. Petite précision, squatter en tribunal, évidemment, c'est illégal. Je m'en doutais, Laurent. Alors on va rassurer les magistrats qui nous regardent, ce ne sont pas les seules têtes de Turcs. La loi est également prise pour cible. Beaucoup de commentaires évoquent une loi absurde qui déroule le tapis rouge aux squatteurs. Nina Condesso, vous avez déploré, vous, la tournure qu'a pris le débat public. Oui, tout à fait. Ce qui est déplorable, c'est cet emballement médiatique qu'il y a eu sur un cas particulier. Alors juste pour quelques clarifications, je rappelle que le DAL n'est absolument pas concerné par cette histoire, que nous ne connaissons ni le propriétaire ni les occupants de ce lieu-là. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a quand même eu une décision de justice qui a protégé ces occupants durant la durée de la trêve hivernale. Donc ça ne veut pas dire que le droit à la propriété avait été bafoué, puisque in fine le propriétaire allait récupérer son bien quoi qu'il arrive, mais la décision de justice
a décidé que l'urgence pour ce propriétaire de récupérer son bien n'allait pas au-delà de l'urgence sociale auquel étaient confrontés ces occupants. Donc ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a eu, on a vu ces derniers jours, des milices autonomes se former et mettre une pression telle vis-à-vis de ces squatteurs que les occupants ont été obligés et contraints à quitter les lieux malgré la décision de justice qui les protégeait pendant la durée de cette trève. Donc c'est ça vous pointez du doigt. Et que tout ça a été fait sous la bénédiction, voire la félicitation d'une municipalité, ce qui remet vraiment en cause et ce qui met en danger la santé de la démocratie. Alors, Jean-Michel Fabre, le droit au logement annonce 23 000 logements vacants à Toulouse. Alors, est-ce qu'on pourrait, j'allais dire, s'en saisir ou les transformer, par exemple, en logements sociaux ? Alors, je crois qu'il y a un vrai débat autour de ça, mais je voudrais dire aussi que en 5 ans, la production de logements sociaux, la mise en production de logements sociaux a baissé de 25%. Dans le même temps, au niveau de l'Occitanie, on est passé de 120 000 demandeurs à 160 000. Donc on a une augmentation des demandes et on a un effondrement de la production de logements sociaux. Donc face à cette urgence sociale, donc il y a forcément du squat. On a une urgence et nous, quand on se projette, on se dit si on ne fait rien aujourd'hui, d'ici 5 ans, c'est 200 000 demandeurs de logements sociaux en Occitanie. Ce qui veut dire qu'on va multiplier ces points de tension. Alors, moi, je voudrais, sur l'histoire qui s'est passée, 2 choses. D'abord, très rapidement, il y a la situation de Roland. La situation de Roland, c'est quoi, quand même ? C'est qu'il n'a pas les moyens de payer un EHPAD pour lui et pour sa femme. Ça pose des questions. Le logement, pour les seniors, aujourd'hui, comment ça se passe ? Deuxième point, moi, j'ai été frappé par les jeunes qui ont été, on les a appelés les libérateurs sur les réseaux sociaux, et j'ai trouvé une citation qui me paraît être très pleine de bon sens de ces jeunes. Ça a été fait sans violence, les squatteurs avaient peur et demandaient d'être protégés. Ce sont des jeunes à la rue et on doit aussi les écouter car il y a un réel souci de logement à Toulouse. Ces libérateurs-là, ils ont eu beaucoup plus de sagesse que beaucoup de commentaires. Donc il y a les questions de droit, parce qu'il y a le droit de la propriété, il y a le droit au logement. Et alors, il y a une loi également qui est dite loi de réquisition. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi, maître ? Cette loi, elle permet de faire accélérer et de permettre l'évacuation des squatteurs dans des temps rapides. Audal, quand vous dites loi de réquisition, vous évoquez quoi finalement ? Quels droits sociaux ? Alors l'arrêté de réquisition, en fait, c'est dans la loi depuis 1945 et c'est une possibilité, c'est un outil qui permet au préfet, sous l'avis du maire, de réquisitionner certains bâtiments qui restent vacants et qui peuvent mettre ces bâtiments-là à disposition des personnes sans abri pour faire de l'hébergement d'urgence, par exemple. Alors on va voir justement qu'il y a des maires aussi qui s'emparent du dossier, comme c'est le cas à Montpellier. Illustration avec le squat dit des Beaux-Arts et ce reportage tourné en décembre dernier. Les distances sociales rendent la vie bien triste, peut-être plus ici qu'ailleurs. D'habitude, la salle commune est pleine de vie. Aujourd'hui, ils sont encore 80 hébergés dans ces locaux, dont une vingtaine d'enfants, mais ils sont confinés dans leurs espaces privatifs. Nous verrons donc peu d'expressions de réjouissance, mais toutes les personnes qui vivent ici sont soulagées. Là où elles sont rassurées, c'est qu'elles savent qu'une fois sorties d'ici, il y a quelque chose, il y a un ailleurs qui les attend. Et ça, effectivement, c'est quand même beaucoup plus doux, puisque à l'accoutumée, chaque année, on est menacé d'une expulsion et qu'on ne sait pas ce que va advenir le lendemain. Et là, effectivement, il y a un peu plus de perspective. Maintenant, ça va être individuellement pour chacun de savoir quelle perspective. En effet, depuis plusieurs semaines, un diagnostic social est entamé pour chaque personne. Des femmes, des hommes seuls, des familles ou encore des demandeurs d'asile. À chacun son parcours de vie, mais tous se verront proposer une solution d'hébergement ou de logement d'ici le 31 mars. C'est la nouvelle méthode du maire de Montpellier. Discuter pour éviter une expulsion avec la police comme pour d'autres squats l'été dernier. Une collectivité, elle doit essayer d'accompagner dignement les personnes. Donc soit on instrumentalise la détresse, soit on expulse les gens, soit on essaye de trouver des solutions en se mettant tous autour de la table pour essayer d'en trouver. C'est ce que nous avons fait et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir envisager sereinement la sortie de ces personnes dans ce qui n'est pas la norme, le squat.
Pour l'Utopia, l'aventure n'est pas finie puisque la mairie s'est engagée à mettre à disposition de l'association un nouveau lieu de vie pour poursuivre ses actions d'accompagnement social. C'est à vous qu'on s'adresse, par exemple, aux logements sociaux, une fois qu'on essaie comme ça d'aider ces squatteurs ou pas, Jean-Michel? On fait partie de ceux qui sont mobilisés en permanence, et je pense que dans ce qui vient d'être dit, il y a quelque chose de très important, c'est le dialogue. Il faut discuter avec tout le monde, il faut écouter tout le monde. Parmi les gens qui sont dans les squats, il y a des gens qui peuvent avoir accès au logement social. Donc il faut leur proposer, il faut les rencontrer. La question qui est devant nous, c'est que ce travail, on le fait. Pendant le Covid, on a mis à disposition des logements vacants pour qu'il n'y ait pas de gens à la rue, ou beaucoup moins. Des hôtels ont été mobilisés. Mais derrière, c'est pas ça qui fait qu'on aura le nombre de logements suffisant. On a des gens qui sont de plus en plus en difficulté, on a des arrivées de population et on a des gens à qui on doit proposer des logements. Donc attention, on se prépare des lendemains qui seront un problème si on ne se mobilise pas sur la construction de nouveaux logements sociaux sur tous les quartiers. Ils ont un profil particulier ou pas, ces squatteurs? On vient de le voir, ils peuvent parfois avoir droit à des logements sociaux, mais est-ce qu'on connaît un peu leur profil ou pas? Alors, sur cette situation, encore une fois, le DAL ne connaît pas ces occupants-là. Après, dans les personnes qui vivent en squat, qui ouvrent des squats, il n'y a absolument aucune typologie, en fait. Il y a des familles, il y a des femmes seules avec enfants, il y a des Français, des étrangers, des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas se payer le loyer. Donc, il n'y a vraiment pas de personnes type. Et la vraie question, c'est pourquoi est-ce que ces personnes-là sont obligées d'ouvrir des squats, de se mettre à l'abri en ouvrant des squats? Et la réponse se trouve, en fait, dans la défaillance des institutions à répondre à cette crise du logement, à cette insuffisance des logements sociaux. L'État principalement ou les collectivités locales aussi, j'allais dire? Alors, en ce qui concerne l'hébergement, effectivement, c'est l'État qui en a la compétence, mais la municipalité a aussi d'autres outils à sa disposition qu'elle ne met pas suffisamment en place. Et on se retrouve dans des situations où nous, dans nos permanences, on reçoit des personnes, on fait des recours administratifs, on fait des recours juridiques, et malgré des décisions de justice qui sont favorables pour ces personnes-là, on est dans des situations où l'État n'applique pas les décisions de justice. L'État est dans l'obligation de réhéberger ces personnes, l'État est dans l'obligation de payer des astreintes, et aucune de ces décisions-là ne sont appliquées. On poursuit le débat, vous restez évidemment avec nous. On va retrouver également avec nous l'avocate spécialisée en droit immobilier. Mais nos téléspectateurs de Kersirouergue, du Tarn, des Pyrénées-Orientales et également du Gard ont rendez-vous avec leurs journaux de proximité. À tout de suite. Vous avez la parole. On poursuit le débat sur les squats entre propriétaires floués et urgence sociale. Comment agir au mieux? Avec nous pour répondre, associations, élus, avocats. Mais tout d'abord, écoutons une fois encore vos réactions sur le web avec vous, Laurent Dubois. Oui, Patrick, des réactions très nombreuses. Ça tire à boulet rouge et à bout portant. Une balle dans la tête et un trou au fond du jardin pour remue. Juste un rappel, l'incitation à la violence, ça inclut le meurtre, est une infraction punie par la loi. Et sans parler de propos aussi extrêmes que ceux de Romu, 99% des commentaires sont très virulents et anti-squatteurs. Mais j'ai trouvé un commentaire positif pour Doéméry. Les squatteurs ont raison. Sandrine ne tape pas non plus sur les squatteurs. Avant de menacer les squatteurs, il faut avoir toutes les informations. C'est son commentaire sur Facebook. Et Sandrine évoque notamment le manque de logement sur Toulouse. Justement, on va l'évoquer, ce manque de logement sur Toulouse. Mais tout d'abord, une question juridique, Maître Redonré. Est-ce qu'on doit plus protéger les propriétaires finalement, ou alors tout simplement appliquer la loi? Appliquer la loi, ça c'est sûr. D'où, comme je le disais tout à l'heure, le droit de propriété est un principe absolu. Mais il faut également mettre en œuvre, je vais dire, un certain recueil de proportionnalité. C'est ça. Entre le droit au logement et le droit de propriété. Alors, on l'a vu, vous l'avez évoqué, Jean-Michel Fabre, on va regarder le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre en quelques chiffres. 4,1 millions de mal logés en France, plus de
une augmentation de 20% de jeunes qui ont du mal à payer leur loyer. Et on l'a dit aussi, 20% d'attribution de logements HLM en moins. Alors, on les trouve où, ces logements sociaux aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour en avoir plus? Alors, pour en avoir plus, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que l'État arrête de ponctionner sur les finances des bailleurs sociaux, parce que s'ils n'ont pas de moyens, ils ne pourront pas construire. Il faut que les municipalités s'emparent du sujet, nous aident à trouver des endroits pour construire. On parle de friches, on est prêt à travailler sur ces friches. Il y a des bâtiments abandonnés, on est prêt à travailler sur ces bâtiments abandonnés. On est prêt à reconstruire la ville sur la ville aux endroits où elle est aujourd'hui abandonnée, mais il faut aller vite, parce que c'est une course contre la montre. Aujourd'hui, le manque de logements augmente et derrière, on ne voit pas où on va. Alors moi je crois qu'il faut arrêter de s'émouvoir le mardi quand on lit le rapport de la Fondation de l'Abbé Pierre, de s'émouvoir le mercredi parce qu'il y a Roland et c'est intolérable ce qui s'est passé, qui ne peut pas accéder à un logement avec sa femme, et le jeudi, ne rien faire pour qu'on construise des logements accessibles, parce qu'il s'agit bien de ça la question, des logements accessibles. 70% des Français peuvent accéder à un logement social de par leurs revenus. C'est un immobilisme politique, d'après vous, Nina Condesso, tout simplement, ou c'est un problème d'argent aussi? Alors pour nous, effectivement, c'est un manque de volonté politique, et notamment de la municipalité. Je reviens encore sur l'arrêté de réquisition. C'est quelque chose qu'on demande depuis des années, qui est qu'on peut très facilement mettre en place et qui n'a jamais été utilisé sur Toulouse. Donc oui, c'est un manque de volonté politique. D'autres villes l'ont déjà fait. Et c'est une question et de volonté et aussi de choix budgétaires et de où est-ce qu'on souhaite mettre l'argent. Est-ce que vous redoutez également, on est en pleine période de crise économique, et ça va s'amplifier, et on l'a vu, de plus en plus de personnes ont du mal à payer leur loyer. Est-ce que vous pensez que la situation va s'aggraver ? Alors nous, on craint une explosion des expulsions à la fin de la trêve, donc le 31 mai. Si on se base sur les chiffres de 2019, il y avait eu 20 000 expulsions locatives. L'année dernière, avec la crise du Covid et avec l'augmentation, le rallongement de la trêve, plus certaines circulaires qui ont un peu protégé les locataires, il y a eu seulement, entre guillemets, 5 000 expulsions locatives, mais ce qui ne veut pas dire que les autres procédures ont été abandonnées. C'est des procédures qui ont juste été décalées. Donc ça veut dire qu'il reste 15 000 procédures de l'année dernière, plus les 20 000, si on se base sur les chiffres de 2019, on s'attend à 35 000 expulsions locatives cette année, sachant que là, on ne prend pas en compte les effets de la crise sanitaire et économique, puisqu'on se base sur des chiffres de 2019. Est-ce que là aussi, les collectivités locales vont devoir agir et aider rapidement, Jean-Michel Fabre, parce qu'il n'y a plus de temps à perdre? Depuis le printemps dernier, il y a des actions qui ont été mises en œuvre pour accompagner les locataires. En particulier, les locataires du parc social ont été beaucoup plus accompagnés. On a travaillé avec les collectivités locales, avec les aides du conseil départemental pour la solidarité, avec les aides des CCAS, avec tout le monde, pour accompagner et faire en sorte qu'il y ait moins de gens en difficulté. Mais ceci étant, oui, on craint sur ce sujet-là. On a passé des accords avec les associations de locataires pour qu'il y ait cet accompagnement renforcé, pour qu'on n'expulse pas. Mais là, je parle du parc social, un endroit où c'est l'ensemble des collectivités, l'État et tous les partenaires qui garantissent ça. Dans le parc privé, ça risque d'être plus compliqué. Et il risque d'y avoir de plus en plus de conflits finalement à gérer, y compris de procédures devant les tribunaux. Il risque d'y avoir des conflits partout, donc à tout le monde à s'engager, aux citoyens aussi à pousser pour que les élus... On a essayé d'y contribuer ce soir. Merci.